Cinema no. Non conosco la technique cinématographique, non conosco. L'écriture et le théâtre, j'aime énormément pour deux raisons absolument contraires. La scrittura è la solitudine e il teatro è la vita. La vita interna al teatro con il macchinista e la vita con il pubblico e questa cosa strana che ce que j'appelle le mystère de l'incarnation du texte, le mystère laïque de l'incarnation du texte tous les soirs. Et des soirs où ça s'incarne, des soirs où ça s'incarne moins. Voilà. Ça ne me fait pas peur, ça me fatigue, ça m'énerve, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé de ne pas mourir jeune. Bon, c'est moins agréable que la jeunesse, etc., mais c'est très intéressant intellectuellement, le vieillissement. Le corps dans la société contemporaine, ça m'intéresse assez peu. Parce que c'est un bien de consommation, comme un autre. Le corps a été totalement exposé par la société consumériste. C'est le corps de la publicité, le corps sportif, le corps cinéma, le corps cinéma pornographico, le corps body art, le corps de l'imagerie médicale. Toutes ces représentations du corps ne m'intéressent pas. Parce qu'il y en a trop. Parce que toutes le réduisent à une seule chose qui est sans intérêt, qui est le bien de consommation. Voilà. En revanche, le corps très intéressant, c'est le mien. Éventuellement celui de ma femme, de mes enfants, de mes amis, les corps que je connais. Et la relation profonde que chacun de nous entretient secrètement et silencieusement avec son corps. Ça, c'est très, 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 très intéressant. C'est très intéressant. C'est ontologiquement intéressant et c'est métaphysiquement intéressant, c'est psychologiquement intéressant, c'est très intéressant. Ça peut être un antidote. C'est une condition, c'est une bonne condition pour se réconcilier avec la solitude. Mais tout lutte contre la lecture. Tout ce que la société de consommation propose à l'enfance et à l'adolescence milite contre la lecture, contre la solitude, contre la lecture, etc. Mais la lecture peut être, oui, une très très bonne antidote. Oui. Si, parce que j'ai été au départ pessimo alunno, parce que j'avais peur. J'avais peur des adultes. Je crois d'ailleurs que j'avais raison d'avoir peur des adultes, qui très tôt m'ont jugé comme un imbécile. Pas mes parents d'ailleurs, mais les professeurs, etc. Alors que j'étais simplement lento. J'étais lent. J'étais rêveur, intellectuellement lent. Je me suis développé intellectuellement très lentement. Mais à un moment donné, ça va, j'ai compris. Vers 18-19 ans, j'ai compris. Puis alors après, c'est allé très vite. Très vite. J'ai mis pour faire ce qu'on appelle la licence de lettres, c'est-à-dire les études qu'il fallait être pour être professeur, où théoriquement il y a 4 ans, je suis allé plus vite pour faire ma licence et ma maîtrise que pour passer mon baccalauréat. Théoriquement, il faut 1 an. J'ai passé 4 fois le baccalauréat. Et après,
ça s'est débloqué et je suis allé très vite. Moi, j'ai commencé à écrire enfant, avant de connaître l'orthographe. J'écrivais, je l'ai dit hier, à 10-12 ans, j'écrivais déjà des petites histoires comme ça. Et ensuite, pendant ma scolarité, il faudrait que tu y traduises, je faisais il ne faut pas le dire, c'est un secret, je faisais du commerce, j'échangeais des rédactions contre des devoirs de maths, des devoirs d'anglais. J'écrivais avant d'être professeur. J'écrivais avant d'être professeur. J'ai commencé à publier en étant professeur, mais mes élèves ne le savaient pas. Mes élèves ont su que j'écrivais quand je suis commencé à devenir célèbre. Mais on n'en parlait pas en classe. C'était un sujet tabou. Et on ne travaillait pas sur mes livres en classe. C'est une demande indiscrète. Peut-être que tu en auras des nouvelles un jour, dans 2 ou 3 ans. Peut-être tu auras des nouvelles. Tu sais, c'est mon quartier. C'est mon quartier. C'est le quartier où je vis. Et c'est donc ces gens-là que je décris. Si j'avais habité Manfredonia, le milieu romanesque où évolueraient mes personnages, ce serait Manfredonia. Le hasard a fait... C'est pas tout à fait le hasard, mais j'ai décidé quand je suis arrivé à Paris. Je suis arrivé à Paris en 1969. J'ai commencé à loger dans le 5e arrondissement. Le 5e arrondissement, à l'époque, il n'y avait que des étudiants. Et j'avais l'impression de me croiser moi-même dans la rue. Tu comprends ? Et puis j'en ai eu marre de me croiser moi-même dans la rue. Je n'aimais pas me croiser moi-même. Je n'aimais pas voir des gens qui me ressemblaient, qui avaient des têtes d'intellectuels. Donc j'ai décidé d'aller vivre dans un quartier de commerce, de petites fabriques, de petites usines, de petits ateliers, d'un quartier vivant. Et ce quartier était en plus multiethnique. Bon, mais c'est le hasard. Et j'aime beaucoup ce peuple. Et aujourd'hui, j'habite Belleville. Dans Belleville, il y a un grand cimetière qui s'appelle le Père-Lachaise. Aujourd'hui, je suis frontalier au cimetière. Ma prochaine habitation, ce sera de l'autre côté du mur, directement du producteur au consommateur. Dans la société où nous vivons en ce moment, l'imagination est très utile pour lutter contre le mensonge. Bon, tu vois, nos politiques respectifs nous mentent énormément. Et le moyen que nous avons de lutter contre ces mensonges, c'est d'imaginer vraiment ce que pourrait être une société sans ces salopards. Ce sont devenus des ogres immatériels, des ogres de la spéculation financière, qui ne sont même plus ce sont des mécanismes qui sont devenus incontrôlables. Bien sûr, il y a quelques personnes, mais ce ne sont plus les ogres qu'on imaginait dans les années 50, c'est-à-dire le patron méchant, le politicien, menteur. Ce ne sont même plus ceux-là. Ceux-là existent toujours. Mais les véritables entités qui dévorent la société, c'est-à-dire qui l'atomisent, qui la pulvérisent doucement, comme ça, ce sont les spéculateurs financiers qui font qu'on ne produit plus rien. On ne produit tout ce qu'on consomme est produit ailleurs, etc., pour des raisons d'économie, etc., et pour des raisons chez nous, dans nos pays, on a de moins en moins la possibilité d'exprimer un talent personnel par une production personnelle. Un type ne peut plus individuellement faire des chaussures ou des vêtements.
parce que ces activités ont été dévorées par le système de spéculation planétaire. Si que je pratique tous les jours, c'est le droit de t'endormir en lisant un livre que tu adores. Pas en lisant un livre qui t'embête, mais un livre que tu adores. Tu es là, tu luttes, et puis tu... Fin du livre. Et tu pars dans le sommeil avec les dernières lignes lues d'un livre que tu aimes beaucoup. La diversité. Une classe, c'est une diversité incroyable. Comment t'appelles-tu? Luana. Et toi? Luana ne ressemble pas à Sergio. Nadia. Qui ne ressemble pas à Nadia. Niki. Qui ne ressemble pas à Niki. C'est ça qui est très intéressant dans une classe. C'est la diversité. Et en même temps, toutes ces diversités, si vous étiez tous dans ma classe, vous formeriez cette classe-là, qui elle-même ne ressemble à aucune autre classe. Cette classe est intellectuellement, c'est un orchestre. Et le professeur, c'est le chef de l'orchestre. Mais dans cet orchestre, tous les instruments sont différents. Tous les instruments. Et c'est ça qui est passionnant quand tu es professeur. C'est ça que t'apprennent les élèves. C'est qu'il n'y en a pas deux pareils. Et que tu dois t'occuper de chacun. Vraiment, quoi. Sérieux. Un livre italiano, adesso, è Acciaio, de Silvia Vallone. Capolavoro. C'est intéressant, parce que Capolavoro, qui a eu un succès énorme en Italie, et comme il a eu un succès énorme, il y a des gens qui l'ont critiqué, en disant c'est de la littérature populaire. Il y a des crétins qui ont dit c'est pas un bon livre. Capolavoro, Acciaio, capolavoro assoluto.